Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode un peu spécial dans lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir Samira qui va se prêter vraiment à l'exercice de l'interview parce que vous allez voir, son profil correspond totalement au code de l'outsider dans la communication. Bonjour Samira, je suis très contente de vous recevoir. Je vais d'abord vous laisser vous présenter du coup. Déjà merci de me tendre ce micro, de m'interviewer. C'est mon premier podcast en réalité, donc je suis un petit peu stressée, mais ça va très bien se passer. Qu'est-ce que je peux dire pour me présenter ? Je suis donc conceptrice-rédactrice en termes de métier, si je dois nommer mon métier. Et mon parcours, donc pour répondre à ta question, j'ai un parcours plutôt atypique qui m'a amenée au métier que j'ai aujourd'hui. Je me disais, dès la sortie de mon BTS, j'ai fait un BTS communication et action publicitaire à l'époque, qui s'appelait comme ça, que pouvoir vendre ses idées, ça devait être génial, et vendre ses mots, ça devait être encore mieux. Donc moi qui a toujours adoré écrire, je pense que c'est un peu un cadeau que la vie m'a fait de me ramener vers mes premiers amours. J'ai commencé à écrire d'abord pour moi, en étant depuis petite, puis pour la presse quotidienne régionale, où là j'écrivais pour le journal Le Progrès en correspondante. Donc je me déplaçais dans les arrondissements pour couvrir des petits événements, des ouvertures de restos, des trucs en local. Donc ça c'était super, j'ai fait ça pendant 8 ans, en parallèle de mon job, puisque je bossais chez Nespresso à l'époque, où là je traitais des courriers de réclamation à destination des membres du club Nespresso, où c'était vraiment de la relation client pure, où j'apprenais surtout à écouter les gens, leurs besoins, pourquoi ils appelaient, puisqu'ils appelaient jamais pour dire qu'ils étaient contents, et à répondre joliment et poliment à leurs demandes. Et puis Twitter est arrivé dans ma vie, donc je bossais chez EDF Solidarité, après Nespresso. J'ai rétablissé le courant chez des gens en situation de précarité, c'était un peu sensible comme ambiance, pour pas dire un peu triste. Et du coup, j'ai ouvert un compte Twitter pour évacuer, pour lire un peu des conneries, on va pas se mentir, c'était ça, des blagues au départ, des tweets de gens connus ou pas connus. En tout cas, ce que j'aimais en allant sur Twitter, c'est retrouver ce sens de la formule. J'aimais bien l'idée que les gens formulent des choses et des blagues de manière un peu créative. Et les jeux de mots, c'est clairement mon jeu préféré. Donc je me suis laissée prendre au jeu. J'ai été assez rapidement championne de France de lancer de hashtags. Donc c'est un titre que j'invente, bien entendu. C'était en même temps une horreur et un miracle, dans le sens où je posais un hashtag un peu débile, typiquement un fromage people, où j'avais Bertrand Cantal ou Cantal Goya, tu vois, ça faisait un jeu de mots débile. Et là, tu avais tout Twitter qui jouait avec Bruce Willis ou des trucs comme ça. Et en fait, ce qui était le drame, c'est qu'en 15 minutes, le hashtag était en tendance France. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte du pouvoir de la viralité de ce réseau-là. Et un jour, j'ai posé un jeu de mots avec un petit papier, un post-it. Et c'est là que, un matin de février 2014, ma vie a changé. Et la suite, qui s'appelle Loriot, un buzz. Donc, Le premier jeu de mots, c'était ? Le premier jeu de mots, c'était ACDC avec ma calculatrice. Le AC de ma calculatrice, c'était vraiment tout débile. Comme quoi, il faut investir dans des calculatrices. C'est ça. Et en fait, le soir du premier post-it, j'ai un mec de Twitter qui s'appelle Tumblr, qui crée des Tumblr à l'époque, donc qui sont des blogs où il n'y a pas d'espace de publicité, et qui m'a dit qu'il fallait absolument rassembler toutes ces contributions dans un même endroit. Et il s'est chargé du blog et on a fait le tri de tout ce qu'on avait reçu pour l'héberger sur le blog. Voilà. Pour remettre aussi le contexte, parce que j'ai oublié de le dire, donc on s'est rencontrés au sein de l'ESP de Lyon, l'école supérieure de publicité. Donc moi c'était au sein de mon master direction artistique deuxième année, et je le dis parce que à travers votre présentation, déjà il y a énormément de créativité qui est ressortie, et ce que j'ai pu moi pratiquer tout au long de vos cours, et on a pu vraiment échanger aussi là-dessus,
c'est que c'était amusant de voir la rencontre de la créativité en termes de mots et rédactionnel versus la créativité plus au sein de la classe qui était plus visuelle. Et donc des fois c'était compliqué et pour l'un et pour l'autre de se mettre parce que tout de suite les idées nous venaient soit par des mots soit par du visuel. Oui. Donc voilà, ça me refait penser à ça. Non, mais la parenthèse a son sens. Donc cette histoire on va reprendre l'histoire du hashtag du coup, qui vous a ramené au sein du contexte de communication. Comment est-ce que vous pouvez analyser ce succès en fait ? Je pense que c'était un succès que j'ai pas du tout mesuré. Je l'ai pas cherché. Parce que petite parenthèse, il court encore. Et le hashtag court encore et on a fait en 2 mois, on a fait 800 000 pages vues sur le site, ce qui était énorme. Très vite, la télé, la radio, les marques s'en sont emparées et ça a vraiment fait un buzz que j'ai pas du tout mesuré. Et est-ce que je crois avec le recul que je dois tout à la connerie. Non, plus sérieusement, la viralité d'un réseau comme Twitter, les gens se mobilisent vachement pour faire rire comme pour aider. C'est une façon de montrer qui on est, de montrer surtout, en fait, je crois que ce qui a vraiment aidé, c'est le fait qu'en 2015, sur Twitter, les community managers cherchaient aussi des sujets sur lesquels surfer, un peu comme encore aujourd'hui, et que ils cherchaient des concepts qui marchent sur lesquels jouer avec leur marque. En gros, les petits papiers, ça a été du pain béni parce qu'ils ont pu créer du contenu avec ce concept qui était tendance et en se positionnant avec des jeux de mots décalés autour de leur propre marque. Donc, mon réseau, il a un peu gonflé tel une bouée, c'est-à-dire que tous les community managers sont venus me suivre, les marques m'envoyaient des contributions pour que je les retweete parce que j'ai une communauté importante. Alors, je ne sais pas si avoir entre 40 et 50 000 followers, c'est important ou pas, parce que je me rends pas vraiment compte de ce que c'est une grosse communauté. En tout cas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de poser un truc et de voir que très vite ça prend une forme où tout le monde se met à le partager. Tant et si bien que des agences parisiennes et lyonnaises m'ont approché par le biais de ce hashtag en disant elle a de la suite dans les idées, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Moi, c'est comme ça, je pense que c'est grâce aux marques et grâce à mon réseau la connerie elle est infinie, c'est un puissant fond Twitter en fait, ça s'arrête jamais de produire du contenu, de produire de la vanne, de produire de la punchline et je pense que c'est le réseau qui a permis ça. Sur Insta ça aurait pas, d'ailleurs on l'a tenté sur Insta, ça aurait pas du tout marché. Ça n'a pas eu même. Non. Mais je pense que ce qui rejoint aussi le fonctionnement de Twitter sur ce concept-là, c'est moi ça me fait penser aux humoristes qui ont une vanne qui parle absolument à tout le monde. Parce que tout le monde se reconnaît, etc. Et donc ça ne m'étonne pas que les marques aient fait appel à vous, parce qu'en fait le but c'est de parler à tout le monde. C'est ça. Donc on se reconnaît forcément dans un jeu de mots, on a tous une calculette, on a tous un bidon de lessive, on a tous un objet sur une table. Et du coup ça devient un jeu du quotidien à essayer de chercher des détails juste pour publier en fait. Et puis pour montrer qu'on est créatif, qu'on est rigolo, on prend n'importe quoi, il y a une bouteille de cristalline sur la table et il était si t'es fier d'être communiste, cristalline. Le job il est fait, c'est drôle, t'as ricané, ça t'a coûté rien du tout. En fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je pense que ce buzz, ça a buzzé parce qu'à aucun moment j'ai voulu que ça en soit un. J'ai pas du tout eu l'intention autre que de rire moi et de faire rire les gens autour de moi. Et je pense que l'intention en soi, elle était tellement sincère, je crois, que ça a permis à ce que les gens s'en emparent comme si c'était leur jeu à eux. Et effectivement, encore aujourd'hui, si je tape hashtag LPLPP comme laisser parler les petits papiers sur Twitter, vous irez voir. Je pense que je vais aller voir et qu'il y a un hashtag qui a été fait dans la journée ou dans la semaine, c'est sûr, alors que ça date de 2014 quand même, quoi. Ouais. Et que c'est des fois compliqué sur les réseaux de durer à ce point-là. Oui, c'est ça. Je pense que l'humour a de beau... Enfin, l'humour, si on peut... Oui, si, c'est de l'humour. Les jeux de mots simples. Les jeux de mots sans prise de tête. C'est ça. On a un bel avenir devant nous. Parce que, petite parenthèse aussi, vous êtes l'autrice de certaines blagues carambar également. Oui. Donc là, on peut retrouver un parallèle également dans le fait de parler à tout le monde. Oui. Et voilà. Et je pense que les blagues carambar, on les a confiées aussi parce que blague plus
blague sur papier Ah oui. égale c'est venu après les carambars. Et c'est venu par le biais d'une agence parisienne, donc Fred et Farid, qui m'ont confié ce sujet en social media pour rajouter un capital sympathie à la marque. Après Carambar, c'était encore un exercice différent puisque la cible c'était les 13-17 ans. Donc Oui. c'est de l'humour, mais enfin, déjà l'humour en soi c'est très personnel. Et surtout faire rire des jeunes, c'est quelque Oui. chose que j'avais jamais essayé de faire de toute ma vie. Donc je testais les blagues sur mes neveux et nièces. C'était assez drôle. Mais je pense que je me suis toujours sentie bien dans un univers drôle. Pourquoi est-ce que dès le début, vous avez partagé sur Twitter dans le sens où ça aurait pu être des messages juste entre potes, comme, alors je sais pas s'il y avait déjà à cette époque-là WhatsApp ou autre chose, sans les citer, mais ça aurait pu être des échanges. Parce que Twitter, c'était que des gens que je connaissais pas, justement. Je pense que Facebook, j'en étais revenue. Je crois que j'en avais un peu marre de poser des blagues et de voir. Enfin, sur Facebook, quand tu poses un contenu, c'est toujours les mêmes qui like et c'est toujours les mêmes qui interagissent. Tu peux même à l'avance savoir qui va mettre un cœur et qui va mettre un O ou qui va mettre un gif. Et puis je crois que aller tester mes blagues sans vouloir vraiment les tester comme on entend, mais proposer des blagues à des gens que je connais pas, voir que mon tweet il est partagé par 600 000 personnes, je me dis cette blague elle marche bien, c'est rigolo, oui. Ça a fait rire tant de gens. Je vois, j'ai un tweet sur ma mère c'est débile, hein, mais ma mère elle dit, au lieu de dire to-do list, elle dit doudou list. Et bien ce tweet il a fait 700 000 vues. Tu te dis mais à quel moment ça peut aller si loin en fait. Et je crois que c'est ce pouvoir de viralité qui m'a fait hyper peur et qui m'a vachement séduite en même temps. Pour ça tout à l'heure je disais c'est en même temps une horreur et en même temps un miracle. Je crois qu'il y a un côté comme ça dans Twitter qui est un peu ce qu'on appelle le pharmacon, tu sais, le médicament et le poison. C'est-à-dire que ça venait empoisonner mes journées parce que j'y passais un temps incroyable et je faisais énormément de tweets. Et en même temps, je pouvais parler à qui je voulais, à n'importe quelle star, elle me répondait. Aujourd'hui encore, il y a des humoristes qui m'ont invité à leur spectacle par le biais de Twitter, des gens dont je suis clairement admirative du parcours, à qui j'ai pu parler, mais que ce soit dans les milieux people ou même de la publicité. Par exemple, la semaine dernière, j'ai envoyé un message à Georges Mohamed Sharif de Buzzman pour lui dire « J'en ai marre qu'on me demande du Burger King à tous les briefs, c'est ta faute. » J'en ai marre qu'on me demande ça comme si c'était un format au lieu d'être un talent. Non, c'est pas ça. Et en fait, j'ai l'impression aussi, alors c'est peut-être personnel et c'est un constat que je fais par rapport aux briefs que je reçois, tous sans exception, on est à l'heure, je crois, du lol-washing. On a besoin de montrer que la marque elle est rigolote, quoi. On a besoin de montrer son capital sympathie à travers ses propos un peu décalés. Et c'est plus qu'une tendance, je pense que les gens ont besoin de rire parce que les journées sont compliquées, parce que le climat social, économique, mondial est compliqué. Et ça me servait un peu de parenthèse. Alors pour l'anecdote, je tweete plus, je me sens retraitée de Twitter aujourd'hui. Aussi parce que j'ai basculé clairement mon métier mon compte Twitter, je fais la même chose mais maintenant je suis payée pour le faire. C'est-à-dire que je le fais pour des marques, faire des concepts, c'est devenu mon métier. Et c'est en ça que j'ai le sentiment tous les jours d'avoir la chance de l'exercer, quoi. Voilà. Est-ce que vous savez d'où vient cette passion justement des mots, des blagues et des bonnes phrases ? Oui, je le sais, j'ai eu le temps de me regarder faire. Et puis surtout, en fait, dans l'univers professionnel, on gagne du temps à savoir où on est bon. Où est-ce qu'en termes de production de valeur, on a vraiment une valeur ajoutée à apporter. Typiquement, la comptabilité, ce sera jamais pour moi, je le sais. Les mots, si on enlève mes lectures et Internet, je pense que très clairement c'est mes parents, on va pas se mentir. 2 écoles différentes à la maison. J'avais mon père pour qui, donc DRH, pour qui un mot est un mot, on l'utilise à bon escient toute sa vie. Quand je lui disais papa ça veut dire quoi ça, il me répondait dictionnaire, donc mon réflexe dictionnaire c'est lui. Mais le gros de la punchline, vraiment la punchline qui tâche le sens de la métaphore, mais surtout le sens de l'humour sans filtre, c'est ma mère. Où là on est carrément tout le temps dans la surenchère, vraiment, dans un langage absolument pas châtié, pour pas dire un langage de quartier. Julien, mon associé, dit qu'elle écrit des paroles de chansons de Booba, parce qu'elle a un côté hyper trash, elle est vraiment sans fil. Et elle m'inspire d'ailleurs énormément
de tweets et même d'idées dans ma vraie vie, quoi. Je teste tous mes concepts sur elle, vraiment, sans... Donc dédicace. C'est ça, mais quand elle les trouve pas elle-même, finalement, ça m'est déjà arrivé qu'en rebond, elle me trouve un super truc et que ça passe chez le client, chez des gros clients en plus. Puis elle est retraitée, donc elle a fait toute sa vie dans les hôpitaux, elle a 60 ans, donc c'est assez jeune, mine de rien. Et moi j'en ai 40, donc on est vraiment... il y a presque... La génération, avec le temps, elle se réduit. Mais dans sa tête, elle est assez fraîche et elle a les codes de langage actuels. Il m'arrive de pleurer de rire au téléphone et de devoir raccrocher parce que j'arrive plus à respirer. C'est-à-dire que je pense que c'est la personne la plus drôle que je connaisse. Et les gens qui me suivent et avec qui je bosse la connaissent aussi. Et je crois que c'est ce sens du toujours plus, de la punchline, on y va en surenchère, et c'est clairement elle, quoi. C'est sûr et certain. C'est drôle, je vais faire une petite parenthèse, mais depuis tout à l'heure, tout ce que vous me dites, ça me fait penser vraiment au métier d'humoriste, en fait. Parce que même je m'inspire de mes parents, le nombre d'humoristes qu'on entend dire ça, mais tout, hein. Enfin, que ce soit virtuel, etc. Depuis tout à l'heure, on est vraiment sur le champ lexical, en tout cas. En tout cas, quand une marque, quand on m'en cherchait pour faire du carambar, et là on m'a encore posé la question de savoir si je pouvais produire 2 contenus par semaine pour une marque de food juste pour faire de l'humour en parallèle. Ce que je comprends, c'est qu'on vient me chercher pour ça, aujourd'hui. Je dis pas du tout que je suis humoriste, je dis que je pratique l'humour, peut-être, c'est peut-être plus sympa, parce que c'est pas si ça pourrait être un métier, si je faisais de la scène, j'ai l'impression que ma scène c'est les contenus, c'est ce que je produis en création. Mais et ce matin encore, on cherche une annonce presse, mais il faut faire une bonne blague, est-ce que tu crois que tu peux nous faire un truc dont tu as le secret? Donc je crois qu'on vient même plus me chercher pour de la conception de création, on vient me chercher pour des blagues. Après c'est pas... c'est quelque chose que je fais naturellement, c'est jamais trop un travail pour moi de le faire. Mais c'est vrai, là où tu as raison, c'est que les humoristes fonctionnent de la même façon en termes de socle d'inspiration, c'est tout ce qui est autour d'eux, généralement la famille dans laquelle tu as grandi. Ça me rappelle souvent, je le dis à ma mère, cette phrase de Gad Elmaleh qui parle de sa mère et qui dit « c'est elle l'auteur de l'auteur ». Et en fait, ma mère, c'est exactement ça. C'est elle l'auteur de l'auteur. Et elle me dit des fois, on en est où dans les tweets, tu sais quoi faire, alors qu'elle ne connaît même pas du tout ces univers-là, quoi. Donc oui, il y a un vrai lien avec l'humour, mais c'est aussi ce que je disais, c'est que là où j'essaye d'avoir un peu d'humilité par rapport à ça, c'est que je pense que c'est vraiment un talent, que ça se travaille, que je suis loin d'être arrivée, mais que j'essaye au quotidien, déjà moi, de me marrer dans ce que je fais, pour que ce que je produise à un endroit, ça fasse sens avec qui je suis. Et puis surtout de mettre à la place du lecteur, donc de la cible, pour voir à quel endroit je peux la toucher et la faire rire, quoi. Là-dedans, humoriste, oui et non. Après, là où ça rejoint le sujet du podcast, c'est que à travers toutes ces réponses, est-ce qu'on ne peut pas répondre à la question qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous par rapport à d'autres? L'humour, pour moi, ce que je disais ce matin au téléphone à un directeur de création, c'est que ils partent souvent d'un insight qui est très vrai. La capacité d'un humoriste à tirer le fil d'un truc hyper précis dans le quotidien, d'une vérité sur laquelle on s'appuie, c'est la base de mon métier de concepteur-rédacteur. T'as une problématique à résoudre, t'as un insight, t'as une vérité sur laquelle tu t'appuies et avec lequel tu fais un rebond créatif. Je pense que l'humour, c'est exactement la même mécanique. Tu pars d'un constat de la vie de tous les jours, tu fais un rebond pour faire rire les gens. Ouais, je crois qu'en fait, je suis humoriste, t'as raison. Mais c'est là qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a besoin de changer de métier ou est-ce que... C'est comme quand on dit non mais moi je suis pas écrivain. Oui mais tu écris. À partir de quel moment on est écrivain? À partir de quel moment on est humoriste? Alors, il y a 2 choses, il y a 2 sujets dans le sujet. Je crois qu'il y en a un qui déjà fait écho à l'humilité, sincèrement. C'est pas du tout pour dire que je suis humble. C'est que je crois que c'est ça qui me sauve dans mon métier et ce qui m'a sauvée sur mon compte Twitter. De jamais faire comme si j'étais au-dessus. De jamais prendre les gens de haut et de me considérer d'égal à égal avec les gens, mais de la même manière avec vous en tant qu'élève, enfin avec les élèves. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, en fait on fait tous notre vie comme on peut, avec ce qu'on a, avec ce qui nous est donné. Donc il y a cette notion d'ego qui fait que je me cache un peu ma photo de profil, je suis cachée, les gens ne savent pas à quoi je ressemble, ce que je fais dans ma vie. J'aime bien aussi ce côté anonymat,
comme pour la cavalerie, enfin on parlera peut-être de la cavalerie après, mais il y a une identité cachée, quelque chose que j'ai pas forcément envie de montrer de moi, et je préfère montrer ce que j'écris plutôt que ce que je suis, sachant que les deux sont très proches, et que ça me parle bien, mon compte Twitter, j'écris comme je parle, exactement comme dans ce que je produis aujourd'hui. On vient me chercher pour ça, en vrai aussi. On vient me chercher pour une écriture qui est très parlée et très concernée, peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas, faudrait demander aux gens qui viennent me voir pourquoi ils viennent me voir. Après, quand je dis humoriste, en termes d'humilité, c'est un mot neutre. Oui, mais ça dit artiste, ça dit un côté un peu professionnel qui vend. Il manque une forme de noblesse dans l'humoriste, enfin dans l'humour, dans le métier lié à l'humoriste. Il y a un truc, pour mon père, humoriste, c'est pas un métier par exemple. C'est bête, hein. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire quand je dis ça, je dis à un côté étiquette de tu fais du stand-up, tu prends un micro, t'es sur scène. Et je pense qu'il y a plusieurs façons d'être humoriste, il y a plusieurs façons d'être concepteur-rédacteur, il y a plusieurs façons d'être prof. En fait, il y a plusieurs casquettes, mais plusieurs façons de les porter aussi, tu vois. Et il y a un croisement de tout ça, et c'est ce que vous êtes. Exactement. Et je crois que notre identité, elle est portée par l'ensemble de nos expériences, vraiment, qu'elles soient dans des grandes agences parisiennes ou qu'elles soient dans des toutes petites structures pour une asso du coin ou pour un pote qui lance un podcast sur un handicap. À quel endroit, moi, je peux apporter quelque chose par rapport à ce que je suis, mais aussi par rapport à ce que je sais faire et ce dont il a besoin. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Mais c'est là où en fait se croisent la formation, l'expérience, le développement de soi, oui. Le savoir-être professionnel, oui. Et l'observation de l'extérieur en fait. C'est ça. Et la posture. Comment est-ce que tu te places par rapport à ça ? Sans complexer, sans se dire à tel endroit je suis qu'un outsider, au final on vient me chercher pour gagner une campagne et puis derrière on viendra plus me chercher, tu vois. En fait non, on vient me chercher pour faire rire, je vais faire rire et puis tu vois, on verra. Mais ouais, la posture compte aussi beaucoup. Alors du coup, on a un petit peu répondu à la question, mais je la pose quand même pour savoir s'il y avait d'autres choses à dire là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à se réinventer en permanence ? Parce que c'est ça, quand on parle de créativité, c'est toujours alimenter du contenu, toujours différent et toujours innovant. Je crois qu'il faut faire autre chose, en fait. La meilleure réponse que je pourrais donner au fait... Enfin, ça rejoint ce qu'on se disait de se nourrir. On voit des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Le fait de parler de ma mère dans le suite d'un brief, donc déjà de vulgariser les termes du brief pour qu'elle le comprenne et de voir avec quels mots elle pourrait le prendre, fait qu'en fait je suis sortie de mon sujet en y restant. Mais dans l'idée, tu sors de ton sujet pour mieux y revenir. Moi, il n'y a rien qui marche mieux quand je bosse sur un truc que de faire autre chose. D'ailleurs, un jour, j'ai demandé à Google, c'est ce que je crois que je vous l'avais dit en cours de comment être créatif, et Google te répond qu'il ne faut rien faire. Il faut prendre une douche, il faut faire un truc qui n'a rien à voir. Donc, pour ma part, je travaille beaucoup, pour pas dire tout le temps, mais parce que aussi, j'ai jamais l'impression de travailler, donc c'est à ma décharge. On pourrait croire que je suis une feignasse alors que pas du tout. Est-ce qu'il y a un complément de réponse à apporter à ça ? À part le fait de se nourrir ailleurs et que je mange beaucoup. Je crois que non. Je pense qu'il y a aussi de la curiosité. Et ouais, non, à part de la veille de regarder vraiment ce que font les gens, les codes qui fonctionnent, ce qui fait marrer les gens, c'est vraiment le seul point. Et de faire autre chose, ouais. Vraiment, c'est que ça. Sur le fait de faire autre chose, vous avez pu aussi dire en off, le fait de faire toujours... Que quand on est créatif, on a toujours quelque chose qui tourne en fond. Oui. Et c'est ce que je disais, c'est que même quand je fais mon jardin, je peux penser à un naming pour une résidence. Enfin voilà, c'est en fonction du brief que j'ai eu le matin, l'activité que je vais faire pour en sortir va forcément me ramener à un moment ou à un autre. Après, il y a un truc que je fais très souvent, au-delà de... Parce que je suis en rédac, c'est beaucoup les mots. Donc j'aime bien aller regarder le champ lexical, les expressions, les citations. Et je me fais toujours 1, 2 ou 3 ou beaucoup de TEDx sur les sujets pour entendre les éléments de langage et donc les mots qui sont utilisés par les cibles ou par les gens qui en parlent.
Typiquement, je dis n'importe quoi, on va traiter de la liberté ou de la confiance en soi. Et ben moi, je vais remonter d'un cran, je vais partir en développement personnel, regarder ce qui se fait sur des sujets qui n'ont rien à voir, mais en les projetant sur d'autres types de cibles pour voir d'une manière peut-être plus générale comment je pourrais aborder le sujet pour qu'il touche un peu tout le monde. Je crois que c'est là où ça me donne aussi des billes en rédac, des billes en champ lexical, je crois. Est-ce qu'on peut dire qu'on essaie de tourner autour du sujet pour voir un peu les différents points de vue ? Oui. Et à donner du relief aussi. Essayer de ne pas penser qu'en tant que créa. Comme quand je disais en écriture et même pendant les cours, l'écriture c'est comme un cadeau. Si tu sais pas à qui tu parles, tu as peu de chances de taper juste. Donc il y a un côté déjà à qui je m'adresse. Et cette personne-là en particulier, si je dois faire son portrait robot, c'est quoi qui la fait rire, ou c'est quoi qui la divertit, ou c'est quoi qui la touche. Et en fonction de mon sujet, je fais le pont comme ça, quoi. Donc il y a un côté aussi quelque part un peu psychologique. Alors là, je pense que la communication de base a quand même des attraits des fois sociologiques et psychologiques. Et donc si on parle du rire, on va dans l'émotionnel, etc. Donc là, on peut aussi s'ouvrir des portes là-dessus. Alors là, oui. Est-ce que vous avez des exemples où vous avez pu ressentir dans votre parcours que vous avez pu apporter votre différence ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une entreprise qui était vraiment bloquée ? Par exemple, d'autres agences qui auraient pu essayer de répondre à une problématique, mais ils étaient toujours dans l'impasse et que vous avez pu, vous, apporter, ou des collègues Je réfléchis parce que c'est intéressant cette question et en même temps très vite, les gens m'aiment bien parce que je les fais sourire, je pense. C'est pas du tout de la prétention, c'est que... Quelque part, vous avez le capital sympathique, les marques pourraient rechercher et ça rejoint ta question de tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on vient chercher. Bah, elle est sympa. En plus, elle est gaulerie, voilà, elle arrive à être juste dans ses blagues. Naturelle, se prend pas la tête. C'est ça. Il y a quelque chose aussi dans l'image, etc., qui est de l'ordre de la pédagogie. Je trouve. Bah, je sais pas, c'est toi l'élève. Tu pourras me dire si ça marche en pédagogie. J'ai le sentiment, en tout cas, il y a quelque chose qui... pardon, je te laisse... Quand on cherche à donner une image, c'est aussi essayer d'expliquer. De transmettre quelque chose à l'autre et du coup, à travers l'image, que l'émotion passe réellement et peut-être se mettre à la hauteur de la personne, en fait. Oui. Et puis c'est une façon de devenir ami sans l'être, quoi. De créer une connexion, une connivence, un lien. Moi, je sais qu'en cours, je dis souvent quand je parle des cours, je dis que je fais du stand-up en cours. Parce que mes cours sont pas forcément très préparés. J'arrive avec un brief concret du terrain. Et je me dis, si déjà quand je dis aux élèves que j'ai rédigé des blagues carambars ou que tout de suite on me regarde plus de la même façon, et après dans les punchlines que je peux utiliser de manière tout à fait spontanée, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui raconte un truc sur moi et sur ma façon de travailler. Donc tout est vraiment étroitement lié, je crois. Et du coup, pour refaire le fil un peu, parce qu'à travers la discussion, donc j'ai pu retrouver la pédagogie de l'intervenante dans les écoles de communication. Il me semble qu'il y en avait. Au-delà de l'ESP, il y avait l'ISCOM, voilà, il y en avait plusieurs. Il y a les relations humaines qu'on peut retrouver. C'est un moment apprendre à leur parler, un moment apprendre à les écouter. Il y a cette espèce d'échange qui est pris d'un bout d'un autre. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous avez pu retrouver ? Déjà tout à l'heure, vous avez pu parler du même processus par rapport notamment au brief. Par rapport à l'école déjà, enfin je sais pas si par rapport à l'école, déjà par rapport à moi, mes cours à moi, je sais pas si ce que j'ai appris dans le cadre de ma scolarité me sert aujourd'hui, mais ce que je me rappelle de ma scolarité, c'est les gens. Donc ça relie vraiment à ce que tu dis sur l'humain. Je me rappelle de mes potes de lycée avec qui j'ai passé mon BTS communication et notamment des gens que je vois encore, dont un qui est Olivier Lefebvre et qui est président chez Fred et Farid de Paris, donc le lien avec Carambar il s'est fait aussi par là, mais des gens qui m'ont beaucoup inspirée, où j'étais admirative soit de la personnalité, soit d'un talent en particulier. Je vois Olivier Lefebvre, il avait un talent pour l'écriture, il est rentré en conception-rédaction dans les grandes agences et aujourd'hui il dirige Fred et Farid de Paris.
C'est des parcours comme ça hyper lumineux qui, moi, me font popper plein de trucs qui éclairent le mien de parcours en disant mais en fait, va là où tu kiffes et écoute-toi, regarde-toi et en fait, peu importe autour de toi où tu vas, l'essentiel c'est que toi tu te retrouves sur ton chemin. Donc ouais, vraiment, c'est les gens et de mes élèves, donc j'apprends de mes élèves vraiment autant que je peux leur apprendre sincèrement. Je dis pas ça parce que c'est toi, mais déjà je trouve que ce podcast, je trouve ça génial. En fait, l'idée déjà de décortiquer l'humain qu'il y a derrière le métier. En soi, je trouve ça chouette. Et en gros, au départ, je me suis jamais trop sentie légitime dans mon boulot, donc il a aussi fallu que j'apprenne à prendre confiance en moi. Et donc, quand tu deviens... je pense que c'est l'arrivée... Enfin, en étant cofondatrice d'un collectif d'indépendants, parce que du coup, j'ai créé un collectif... Enfin, je suis cofondatrice d'un collectif qui s'appelle La Cavalerie. Donc, il y a un collectif de freelance qui est là pour proposer un business vertueux aux gens. Donc, de se partager des briefs et des missions, enfin, de se partager d'échanger autour de ça. Je trouve que ce collectif-là, il m'a fait devenir RH déjà, parce que j'apprends à gérer les gens. Il m'a fait devenir traffic manager, parce que je gère des plannings et qu'à la base, c'est pas ma cam. Donc j'ai appris en me mettant en difficulté, mais parce que dans mon goal, dans la vision que j'avais de ce que je voulais faire de ce collectif, ça allait avec. Pour ce pourquoi je suis nulle à savoir la compta, je fais appel à des gens dont c'est le métier. Pour la vision, c'est toujours pareil. Après, quand on dit que les cordonniers sont les plus mal... Quand je dis dans ma bio LinkedIn que si les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est parce que maintenant ils font des clés. Quelque part, ça rejoint clairement le truc de ton podcast qui dit en fait, tu peux savoir faire plein de choses, ça ne veut pas forcément dire que t'es moins bon quand tu le proposes. Le plus dur, ça a été d'apprendre à me faire confiance, ouais, ça a vraiment été ça. Quand j'ai quitté les agences, je me suis fait aussi accompagner. Enfin, c'était après une rupture aussi, donc tout était lié en termes de chemin personnel. Il y a tout qui se pétait la gueule. Il a fallu tout reconstruire, il a fallu vraiment... En free, si t'as pas confiance en toi, ça sert à rien d'y aller, quoi. Après, le drame de nos métiers, c'est l'ego aussi, donc il faut bien mesurer ce truc-là. Et je me suis fait accompagner par un psy, tout simplement. Au départ, un hypnothérapeute, même pour être tout à fait honnête, avec qui la conversation s'était tellement bien passée que je me suis dit, il va pouvoir m'aider. Il m'a appris, juste en me tendant un miroir, alors pas physiquement un vrai miroir, mais il m'a appris à prendre confiance en moi et à me donner la valeur que je voulais qu'on me donne. Et en gros, à me faire comprendre que la vie, elle te paiera le montant que tu lui demandes. Tu lui donnes, tu dis je vaux ça, ben, tu vaux ça en fait. Ça, c'est une conversation de fond qu'on a avec Julien. Donc Julien Plateau, c'est donc le cofondateur avec moi de La Cavalerie, qui est directeur de création, directeur artistique, que j'ai rencontré il y a un an dans le cadre d'une mission en free. Il cherchait CR à son pied. Et parce qu'un CR, donc un concepteur-rédacteur, bosse toujours en team avec un DA, pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Mais je pense qu'en rencontrant Julien, avec qui donc, je suis en team créa depuis un an, j'ai vite compris que le match humain il était hyper important. J'ai vite compris en voyant, en voyant la rapidité à laquelle les idées venaient, parce qu'en termes d'humain, il y avait un match qui se créait dans la vision, dans la sensibilité, dans les références aussi. Quand t'as les mêmes et que tu vas au même endroit, ça va tellement plus vite. T'as pas à négocier, t'as pas à convaincre l'autre que ton idée elle est bonne. C'est il croit, il croit pas. En fait, t'es pas là pour te vendre. Il y a un truc aussi de dire qu'en plus du match créa humain, il y avait cette notion d'union qui fait la force. De se dire qu'ensemble, ça fait très politique, ensemble on va plus loin, mais à un endroit, où est-ce qu'on peut être plus fort ensemble ? Justement parce qu'on sait faire plein de choses différentes. Mais être hyper honnête aussi sur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, parce que souvent t'as envie de prouver qu'on a eu raison de te faire confiance, alors qu'en fait, non, t'es peut-être pas la meilleure personne, mais tu peux faire de ton mieux, ça n'empêche pas. Et du coup, je crois qu'il y a une nouvelle école qui est en train d'arriver dans le monde du travail. Il y a une révolution dans le monde du travail qui s'opère parce que les gens ont de plus en plus d'exigences personnelles liées à leur job.
plus en plus de critères de sélection de job. Le Covid a été vachement liberticide et je crois qu'on a aussi dans notre métier, dans nos boulots, envie d'être plus libre, plus autonome, plus en télétravail, plus s'occuper de son jardin que de s'occuper des plantes de l'entreprise. Et quand je dis qu'il y a une nouvelle école, c'est une blague qu'on fait avec Julien parce que c'est une chanson de Booba à la base qui dit qu'il y a une nouvelle école, il faut que la nouvelle décolle. Ça a été super bien reçu au lancement de la cavalerie, on a vraiment eu des super retours et on est très contents. En revanche, aujourd'hui, par rapport à nos convictions, ce qu'on a envie de faire et le retour d'expérience, on sait qu'on doit réajuster aussi le tir pour que ça corresponde à ce qu'on a vraiment en tête d'un business vertueux. La volonté de la cavalerie, c'est de dire que tu peux être freelance et tu peux être indépendant, mais pas faire cavalier seul. Et en montant en compétence avec chacun qui apporte sa pierre à l'édifice, tu arrives à créer quelque chose qui, déjà, il faut s'entendre aussi humainement avec les gens avec qui tu crées, mais qui apporte vraiment un truc. Que chacun a sa place, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Mais aussi, il faut apprendre à renoncer à des conforts un peu... je dis ça parce que je pense au milieu des agences, en me mettant en freelance, en fait, je me suis bien vite rendu compte que les agences, je pouvais pas cracher dessus parce qu'elles m'avaient vraiment tout appris. J'ai fait mes classes chez Native Communication, j'ai passé du temps chez Fred et Farid, beaucoup de temps aussi chez Publicis Conseil. Et en fait, quand tu bosses pour le ministère de la publicité, je dis ministère de la publicité, c'est l'imagé, mais tu as des codes, tu as des process, c'est presque industrialisé. Aujourd'hui, avec la cavalerie, c'est typiquement l'inverse, mais le résultat, ou même les méthodes de travail sont pas les mêmes, mais finalement, l'attendu est le même. On attend de toi une campagne décalée qui émerge, qui perce, enfin voilà, des trucs un peu classiques. Mais en agence, tu peux le matin être sur du fromage à fêter à la kiss. À midi, tu bosses sur une campagne de presse pour des pneus. Et en fin de journée, tu vas passer sur des crevettes parce que c'est ton planning, t'as pas la main sur ton planning. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Enfin, mon planning, il est à la main d'une seule personne, c'est moi. Et ça peut faire prétentieux de dire aujourd'hui je refuse des sujets, mais dans mon organisation, je vais vers des sujets qui me font kiffer aussi. Mais je pense que c'est aussi la seniorité, le fait d'avancer en âge. Et au départ, quand tu te lances, j'en parlais avec mon comptable à 14h, figure-toi. Au début, tu prends tout, parce que tu te dis, j'ai besoin d'argent, je sais pas, la précarité, demain, et puis si je pars en vacances, il vaut mieux que j'encaisse. Donc tu dis oui, on me demande une annonce presse pour du saucisson, oui, pas de souci, je prends. Aujourd'hui, je réfléchis à est-ce que ça va m'être utile à titre personnel, à titre financier, tu vois, quel est mon intérêt. Et je crois que c'est avec Julien, ce qui fait que ça marche en team créa et en business, c'est qu'on a la même intelligence des affaires, on a la même vision du biz, parce que c'est pas central. Mon objectif, c'est de kiffer, de faire kiffer les gens autour de moi, et de m'épanouir dans ce que je propose professionnellement. Ce qui est pas... quand je dis que c'est une chance, vraiment, je vais toucher du bois, parce que je vais toucher du bois. Vraiment, comme c'est mon métier qui est revenu me chercher, j'avais commencé mes études en publicité et j'ai fait 1000 autres trucs entre-temps et que le buzz des petits papiers m'a ramené là. Et c'est un peu comme quelqu'un qui a fait... Alors, ça va être horrible comme Jean-Michel métaphore, qui a fait une mort imminente et qui revient à la... Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est une deuxième chance. Ouais, voilà. J'apprends des briefs sur lesquels je bosse. Je bosse pour un brief pour une grosse agence parisienne pour de l'industrie, une grosse agence pour de l'industrie. Et ça m'intéresse d'aller regarder ce qu'on fait dans l'industrie, dans ces codes-là, pour rendre l'industrie sexy, voire gaulerie, et de me dire à un endroit, j'ai une valeur, j'ai quelque chose à apporter à cet univers-là, mais surtout, je vais aller à la rencontre de cet univers que je connais pas. C'est une occasion de creuser un univers qu'on ne connaît pas, et encore on revient à cette curiosité, et se nourrir, de grandir, d'avoir des alibis pour pouvoir se nourrir en fait. C'est ça. Donc oui, quand on me dit, je suis désolée Samira, le brief il est pas sexy, mais en fait je suis trop contente quand même, parce que... Ouais, c'est exactement ça, c'est un challenge, comment ça il est pas sexy, mais bien sûr qu'il va devenir sexy, tu vois, bien sûr. Et c'est hyper raccord avec mon parcours presque finalement, tu vois. Oui, c'est un contenu fait sur mesure parce que on sait que c'est votre patte, quoi. C'est un peu ça. Mais pareil, il faut que je me cache un peu quand je dis ça. Après, le client peut voir ce qui est proposé et dire oui, c'est pas ce qui correspond au final, mais c'est ce qu'il était venu chercher. Peut-être que c'est
dans mon éducation, de pas se mettre en avant ou de toujours être un peu en retrait. Enfin, je prends toute la place, hein, mais je suis rarement en retrait. Enfin, quand je suis dans une pièce, généralement, je suis pas celle qui est dans le coin à attendre que quelque chose lui arrive. Mais globalement, par rapport à ce que je suis professionnellement, j'ai toujours un peu, même quand je raconte à mes chauffeurs Uber que j'ai écrit les blagues d'Arambar pour les faire ricaner, ben, il y a toujours une petite part d'humilité, tu vois, qui se cache un peu. Bon, alors j'ai fait ça, puis j'ai fait un buzz. Alors tu vois, les petits papiers, il y a un éditeur qui est venu m'en proposer d'en faire un bouquin. Donc, Oui, j'ai vu ça. donc voilà, en fait, je le dis avec une toute petite voix, comme si je parlais dans une langue étrangère et que je veux surtout pas que la lumière arrive sur moi, quoi. Il y a un petit côté comme ça qui se cache. Mais parce que sur le côté vivons heureux, vivons cachés, j'ai pas envie que les gens m'envient, j'ai pas envie qu'on se dise putain, il y a trop d'agence de faire ça. Oui, mais vous dites vous-même que vous avez rencontré des personnes lumineuses qui vous inspirent. Donc je pense qu'on est tous là pour s'inspirer aussi quelque part. C'est ça. Et d'autant plus que vous avez un parcours riche et un parcours composé un peu comme les vases. Oui, c'est vrai. Mais ça inspire aussi de se dire que tout est à construire et tout peut être en construction en fait. Il n'y a pas de parcours tracé, c'est pas foutu ou c'est pas. Non, et c'est c'est plein d'espoir, je trouve. Parce que j'écoutais un peu. Enfin, par contre, c'est vrai que je ne dois pas mentir, hein, j'écoute beaucoup de. Je suis très développement personnel. J'aime bien comprendre l'humain avant de comprendre autre chose. Enfin, déjà comprendre comment moi je fonctionne. Et il y a pas de. En fait, il y a une injonction à la réussite déjà petite, il faut que tu aies ton bac. Il faut que tu aies ça, etc. Et en fait, je crois qu'on ne valorise pas assez l'échec. Le fait de se planter et le chemin. En fait, l'arrivée, c'est pas le but, finalement. Le but, c'est de kiffer le chemin. C'est-à-dire que je m'en fous d'aller à Cannes choper un prix si je me suis marrée quand j'ai fait la campagne, qu'on a été au resto et qu'on a grave bien bouffé. C'est des trucs dont je vais me rappeler, tu vois, même si au fond de moi, j'aurais rêvé d'être humoriste, je le suis pas, mais je l'ai été un peu sur Twitter avec mes tweets. Je le suis un peu dans mes punchlines sur mes annonces presse. En tant que prof, je le suis quand j'arrive et que je propose un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Enfin voilà. Et en fait, c'est diffus à l'intérieur de moi. Tu peux comment expliquer ? Mais je pense que ça fait partie justement de ces facettes dues à votre profil. Et je pense qu'un humoriste, on a la forme que de ce qu'on lui donne en fait. Ça reste un mot. Cette facette d'humoriste, c'est justement votre valeur ajoutée, votre aspérité qui a un tout avec le reste en fait. Oui, après c'est que je triche, enfin c'est aussi parce que je triche pas. Enfin je triche pas dans le sens, j'ai compris qu'à cet endroit-là, moi il y avait un truc qui se passait. Moi j'appelle ça une zone de génie. C'est vrai ? C'est intéressant. On se sent extrêmement bien et qu'on se dit, ça je peux l'apporter au monde. Ouais, et ben... Alors j'ai une zone de génie. Mais chacun en a en fait, c'est ça. Non mais c'est rassurant, génial. C'est génial de se dire qu'on en a une. Et c'est surtout que je la bosse. Quand je dis je la bosse, naturellement, je consomme énormément d'humour en général, que ce soit des scènes de spectacle, des podcasts, des vidéos, je prends 3 repas par jour en humour, quoi, tu vois. J'ai besoin de rire dans ma journée et si moi je ris pas, que quelqu'un rit de... Je crois que 80% de mes échanges avec Julien sont composés de ah ah ah, vraiment. Et de apéro, parce qu'on a trouvé le concept en 15 minutes. Mais ouais, ça rejoint cette idée de match humain. Arriver à faire rire les autres, déjà, en soi, c'est une perf. Enfin, tu vois, il faut pouvoir le faire. Mais dès lors que tu te mets en mode processus de création détendu, comment je lui aurais dit si on avait été au bar ? Comment je lui aurais raconté ça si on était en salle d'attente ? Je la connais pas, cette personne, et je dois lui parler de ça. En fait, de décaler le propos avec des gens qui sont dans la même veine, ça m'a vachement aidé. Déjà à me sentir légitime, et puis parce que quand des gens que t'admires et dont t'admires le talent te le renvoient en disant tiens c'est génial ce que tu fais. T'as le miroir. Ouais c'est ça, bah du coup tu te vois dans le miroir, c'est comme chez le psy quoi. Ça fait un effet de ah ouais à cet endroit je suis pas Après faut pas le dire trop fort mais... On se dit non, mais... je vais commencer à clôturer en une question un peu ouverte. Selon vous, comment est-ce que vous décririez votre vie professionnelle ? Ma vie professionnelle, je dirais que je crois que c'est avant tout des rencontres.
C'est une bonne situation, ça, CR. J'ai fait mon book parce que je dis que mon book arrive, parce que je fais d'autres trucs, mais dans mon book, c'est vraiment ce que j'ai mis. J'ai mis c'est une bonne situation, ça, CR. Et vous croyez, moi, je crois que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, vraiment, à des moments où je m'y attendais pas, où j'étais seule chez moi. Ma vie professionnelle, je dirais qu'elle défonce. Non, je dirais que je peux pas rêver mieux pour l'instant, que c'est un apprentissage au quotidien, que j'apprends des gens, j'apprends des techniques. Je crois que j'ai la chance, ou en tout cas l'opportunité de pouvoir travailler avec des gens qui me parlent, des gens dont le parcours m'évoque quelque chose, dont la sensibilité me dit quelque chose aussi. Je dirais que le temps il passe vite et qu'on se rend compte. J'ai passé. En fait, c'est maintenant que je me rends compte que je me suis fait chier pendant 15 ans à faire des jobs qui me convenaient pas. Je trouvais un équilibre. Le tout, c'est de savoir pourquoi on le fait. Vraiment, sincèrement, je pense que c'est s'aligner avec ce qu'on est. Essayer d'être juste avec soi, en fait. Le monde professionnel, c'est finalement... Je dis ça souvent aux élèves, qu'au boulot, tu trouves ce que t'amènes. En vrai, c'est partout pareil. Si t'es pas OK avec ce que tu fais, ça va se ressentir, surtout dans les métiers de la créa. Donc, je crois que, ouais, si je devais la décrire, je dirais qu'elle a mis du temps, mais qu'elle a réussi. Qu'elle me ressemble, parce qu'elle est... les gens, quand tu racontes, ils disent « Mais non !» Ouais, des gens avec qui tu passes plus de temps à construire qu'à démonter. Des gens avec qui t'es aligné, des gens avec qui t'as pas besoin de parler pour comprendre que là, ça marche pas. Je crois que c'est ce fameux business vertueux dont je parle, c'est que c'est aussi vertueux pour l'humain en tant qu'humain. En tant que personne, je pense, moi, en tant que Samira, à être fondatrice d'un collectif, ça m'apporte rien à l'ego. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton approche de podcast, c'est de se dire, de s'écouter pour aller vers ce qui est fait pour nous, ce qui résonne en nous. Et ça a résonné chez moi quand tu m'as pitché ton truc. Et quand tu le fais autrement que comme ça se voit surtout. Mais je pense qu'il faut aussi accepter pour ça de se mettre en danger, d'aller dans des endroits où on n'est pas forcément attendu. Et d'ailleurs, quand tu m'as parlé de l'idée de multipotentialité, c'est le regard des autres, c'est cette notion d'outsider que je trouve hyper intéressante en fait. Le fait qu'en fait on mise pas sur toi à la base. Mais je pense que le free c'est déjà ça à la base, c'est qu'on fait appel à toi pour un peu sauver le soldat Ryan. On ne sait pas trop, tu vois, mais on mise. Nous, on est venu nous chercher pour une agence parisienne est venue en avril nous chercher pour une reco de la dernière chance pour un client historique qu'ils ont depuis 15 ans. Et comme ils ont été dedans depuis 15 ans, ils ont eu besoin d'avoir des gens de l'extérieur qui apportent quelque chose de différent. Un regard neuf. Un regard neuf. Et puis, parce qu'on est des créatifs de Lyon, donc on est moins l'élite qu'à Paris, Paris, c'est vraiment l'élite de la publicité. D'ailleurs, CR, c'est pas un concepteur-rédacteur, c'est pas un métier hyper accessible. Moi, c'est pour ça que j'estime que j'ai de la chance de le faire. Faire ses preuves tout le temps, pas avoir peur de se vautrer la gueule, de se planter, d'avoir des nuits un peu sombres, mais de bosser, en fait, vraiment, ouais, c'est de bosser, ouais, je crois que c'est ça qui m'a... C'est d'apprendre, mais de s'apprendre. C'est un peu comme ça que je le résumerais. S'auto-former en se disant que... En découvrant les autres. C'est ça, et admettre qu'on n'est pas bon partout. Ouais. Parce que du contenu de fond long pour nourrir un site internet, ça me demande une énergie, alors que de la punchline à la con, de l'idée social media, de l'activation, de l'accroche, j'ai pas de mal, vraiment zéro difficulté. Mais savoir où on kiffe, ça aide à faire kiffer les autres. Et tu le ressens en plus. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand tu kiffes pas, souvent, moi je suis globalement très expressive, oui. Quand ça marche pas, quoi. Tu vois. Mais ce que je voudrais dire, c'est, tu vois, si je devais boucler le truc, c'est que j'ai réussi à transformer la création en récréation avec mon directeur de création. C'est ce que je lui dis, t'es mon directeur de la création. C'est que j'ai réussi à faire de mon travail mon terrain de jeu, et un terrain de jeu où j'adore le jeu que je joue. Et en ça, c'est une chance. Parce qu'il a fallu que je m'écoute, en fait, que je vois à quel endroit je vibre, à quel endroit, surtout, je fais vibrer les autres. Parce que c'est pas que soi, quoi, le job. Et tu peux
Tu vois, par exemple, je fais de l'aquarelle, je fais des trucs qui n'ont absolument rien à voir de l'univers artistique, mais je débute sur tout. Ce soir, j'avais un atelier de céramique pour fabriquer 2 bols parce que mon kiff, c'est d'apprendre à ces trucs qui tournent là. J'ai trop envie d'essayer. Ben, je suis dégoûtée, il est annulé alors que l'organisatrice, elle est malade et ben, je suis trop triste. Je pense que la personne la plus utile dans notre parcours professionnel, c'est nous, quoi. Et c'est vraiment d'être honnête sur ce qu'on sait faire et sur les gens avec qui on a envie de les faire. Après le reste, je crois que c'est de la littérature. Et est-ce que vous auriez un conseil sur quelqu'un qui commence ou serait perdu en communication ? Un conseil. J'ai beaucoup d'élèves qui m'appellent en poste après les cours parce que justement ils sont perdus. Et le truc que je leur dis à chaque fois, moi ça fait Sprite, n'écoute que toi, c'est Sprite qui disait, c'était un slogan de Sprite, mais c'est vraiment de s'écouter, de se regarder le nombril. Pas trop, parce que justement l'ego dont on parlait, de faire attention à cet écueil-là, parce que les créatifs, c'est souvent nous-mêmes notre propre drame. Je suis ma pire ennemie dans mon travail. Mais de regarder ce qui nous fait vibrer, quels univers, quels sont nos socles d'inspiration, aller parler à des gens qui nous inspirent, vraiment. Pas avoir peur de se gaufrer, de foirer un sujet et d'être mauvais, parce qu'en fait ça va aussi t'apprendre, donner du relief sur ce sur quoi t'es bon. Se trouver soi, et je crois que s'épanouir professionnellement, ça passe aussi par le fait de s'épanouir personnellement. Et l'idée, c'est de se dire qu'à la base, le latin du mot travail, c'est torture, et c'est de faire en sorte que ça en soit jamais une, quoi. Et que quand bien même t'es en difficulté ou en échec, c'est pas figé, et que on peut vraiment avoir 1000 vies dans une vie, professionnelle en tout cas, personnelle aussi, mais voilà. Des essais test-erreur en fait. Oui, du Pas erreur, j'ai pas de mot erreur, mais j'essaie, j'apprends. la méthode agile, quoi. Ouais. Je lance et je vois si ça revient. On a beaucoup parlé justement dans la stratégie de positionnement de la cavalerie de ce mot agile qui revient dans toutes les agences et qui est presque devenu un mot zombie tellement il est utilisé, tu vois, c'est un peu comme le mot éco-responsable, tu vois, ça veut tout et rien dire. Et en fait, agile, c'est exactement ça, en fait. On s'est rendu compte avec Julien que c'était ce qu'on voulait dire. C'était en fait, à cet endroit-là, ça, on sait le faire. Mais ça veut pas dire qu'on sait pas faire ça. Et en fait, être flex, donc être en même temps directrice de clientèle quand un client t'appelle, traffic manager parce qu'il faut que tu sources, il faut que tu bookes des ressources. Et en fait, c'est ça, être agile pour moi. C'est arriver à avoir un sens de l'adaptation, qui pour moi c'est vraiment une forme d'intelligence, le sens de l'adaptation, mais savoir s'adapter non seulement à son environnement, mais je rajouterais à qui on est vraiment soi, à soi. Ouais. Est-ce que... Alors, dernière question. Déjà Si on doit retenir une chose de cet échange, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait la sincérité. D'être sincère avec soi, avec les autres, avec sa to-do list, avec sa charge de travail, avec ce qu'on aime, ne pas prendre des vessies pour des lanternes, faire en sorte que les gens arrivent à lire qui on est pour que ce qu'on nous propose ce soit raccord avec notre valeur, avec nos valeurs même carrément. Le truc c'est toujours savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pas faire pour faire, ou faire pour les autres, ou faire pour ses parents, ou faire pour des amis. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ouais, et surtout, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça peut apporter aux autres en tant qu'humain. Ouais, c'est avoir des relations vertueuses et sincères, je dirais ça. Merci beaucoup. Merci à toi Clément, c'était un bonheur. Je trouve ça très intéressant d'avoir les parcours et les points de vue, et surtout au vu de votre parcours. Pas pour le côté brillant reconnu sur Twitter, etc., mais pour les questionnements, pour les cheminements, pour les compréhensions, voilà, c'est très riche et on voit aussi votre particularité du fait que vous avez pu vraiment aller chercher ce qui vous convenait un peu partout en fait, et pas se limiter et mettre de l'humour un peu sur tout ça. Merci pour tout. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup ? À la cavalerie. Alors, au 08.
À la cavalerie, oui, sur lacavalerie.co, le site il est encore en construction. Sur Twitter, j'y suis plus, donc ça me parle bien. Et sinon, dans les écoles, l'année prochaine, au Cannes Lyon, non, je plaisante. Un peu partout et globalement sur LinkedIn. Et même si le site est en construction, allez voir le site de la cavalerie parce que ça vaut le coup d'aller. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!